On passe à la deuxième partie. Trop bien, j'ai adoré cette première partie. Bonsoir. Comment ça va? Du coup, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous pouvez aller guetter dans nous. On fait des playlists sur YouTube. Donc dans les playlists, vous trouverez la première partie où on parle de notre invité Adrien Buclin en tant que... De notre invité et avec notre invité. Oui, on parle de notre invité dans ce live où il est invité, du coup, effectivement, il est là pour parler de lui-même. Et là, on va plus se concentrer sur la deuxième casquette d'Adrien Buclin, qui est historien, et du coup, qui nous a pondu ce travail. Vent contraire, le Parti socialiste suisse face aux crises économiques et à l'essor du néolibéralisme entre 1973 à 1995. Pendant que j'introduis ce livre, est-ce que tu peux aller nous chercher la deuxième bouteille d'eau, s'il te plaît, Céline? Je vais aller chercher la bouteille d'eau. Effectivement, Robin va nous faire une petite introduction de ce livre. Est-ce que, comme au Parlement, on doit déclarer nos intérêts? Sachant qu'on va beaucoup parler du Parti socialiste, donc... Ah oui, c'est peut-être bien de déclarer nos intérêts. Alors, personnellement, professionnellement, je travaille pour le Parti socialiste suisse. Je n'en suis pas membre, mais mon employeur, c'est le PS suisse, ou plus précisément le secrétariat du PS suisse. Donc, vous imaginez bien que ce livre étant une analyse du PS suisse, je peux avoir un avis biaisé sur la question, même si je vais essayer d'être neutre et apolitique et objectif. Ah oui, là on est scientifique, là on est neutre et apolitique. Là. Et je ne sais pas s'il y a d'autres liens d'intérêt à déclarer pour être totalement transparent. Toi, je crois que ça va. Je suis ami avec Robin. Il travaille au Parti socialiste. Moi, de facto, je vote beaucoup comme le Parti socialiste, mais je pense que c'est un peu le Parti socialiste qui vote comme moi quand même. Parce que... Et de facto, apparemment, Adrien, tu votes aussi comme le Parti socialiste au niveau fédéral. Souvent. Oui. Ah ouais, bah ouais, souvent. Et puis sinon, non, je n'ai pas d'autre intérêt à déclarer. Tu préfères la pizza ou les pâtes? Oui, non, peut-être qu'on va pas poser cette question maintenant. Les pâtes. Alors, de l'eau, s'il vous plaît. Oui, alors là, mon Dieu, en plus tu sors d'un cancer de la gorge, d'un accident à la gorge, alors là... Là, il y a besoin. Alors, je tenais à t'inviter suite à la lecture de ce livre. Livre qui... Oh, de l'eau. Notamment parce que, pour moi, c'est extrêmement essentiel. Ce livre est hyper important, selon moi. C'est ça ton verre? Ça, c'est Adrien. Parce que je trouve qu'en français, pour la Suisse romande, il manque énormément de travaux d'historiens ou de politologues ou peu importe, notamment sur l'histoire des partis en Suisse et surtout de l'histoire de la gauche en Suisse et en Suisse romande. Peut-être, je crois que tu le dis, qu'il y a un peu plus de travaux en allemand, mais en français, c'est dur à trouver. Et moi, je l'ai vécu en me politisant notamment avec la politique française, que avoir des historiens et des historiennes qui ont travaillé sur l'histoire politique, ça permet d'avoir des sources extrêmement importantes pour ensuite avoir des arguments et une vision stratégique, tactique dans le présent par rapport à la situation de la gauche. Et donc en ça, je trouve que ce livre, je le remontre si jamais, si la question de la politique suisse, que la question de la gauche vous intéresse, sinon, je ne sais pas ce que vous faites dans ce live, mais si ça vous intéresse, je vous conseille fortement ce livre qui vient de paraître en août, si je ne me trompe pas, aux éditions livrées où? Alphil. Ouais. C'est l'édition de l'Université de Lausanne ou pas? Non, c'est un éditeur neuchâtelois. Ok, Alphil alors. Et excellent livre qui, je trouve, se lit bien. Même si on en a déjà discuté, il y a quelques parties comptables qui sont ardues, mais vraiment pour essayer de comprendre l'évolution du Parti socialiste, je le recommande énormément. Tout n'est pas lausannois. Je tiens à dire que moi, mon travail sur la lecture de ce livre, ça a été de ne pas le lire pour que je puisse me mettre
fondamentalement à la place de quelqu'un qui ne l'a pas lu et pour pouvoir demander explication, si explication il faut, parce que on va pas se le cacher, c'est quoi? C'est 1000 notes de bas de page, quelque chose comme ça. Un petit peu moins quand même. Ah, on n'est pas loin des 800 en tout cas. Hein. Ouais, je me suis arrêté à 698 parce que j'ai regardé les notes de bas de page. Mais attends, 964 là, c'était. Il y a 1000. 1040. Ouais, donc 1000. Ça, t'avais raison. 1048. Je précise qu'on n'est pas obligé de lire les notes de bas de page, même il y a rien à lire, c'est juste pour indiquer si quelqu'un veut retrouver l'information, pour la sourcer, pour pouvoir la retrouver, c'est important, mais on peut totalement les ignorer et après 2-3 pages, c'est comme si elles n'existaient pas. Avec 1000 notes de bas de page, par exemple, tu vois. Zemmour avait 2 notes de bas de page, donc... Ça indique quand même le niveau de complexité et de recherche de ce livre. Bon, aussi parce que c'est un travail universitaire. C'est un travail universitaire, il faut le dire, et du coup on va essayer d'y aller mollo. Mais donc pour commencer, Robin, le vulgarisateur en personne qu'est Robin, va nous faire un petit résumé. Un tout petit résumé pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de la construction du livre. Comme ça ensuite on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors où est-ce que j'avais mis? Ici, hop. Ah ouais, non. Ah non. C'est embêtant. Non, mais laisse-le comme ça va très bien. Ouais. Là. Robin le vulgaire, non mais... Voilà. Alors, est-ce que je peux agrandir quand même? Non. Attends, mais on va tenter un truc, mais voir comme t'as mis avant en plein écran. Ok. Ouais, mais on voit plus le chat. Ouais. Moi, je le vois là sur mon phone. Et... Attention. Non, ça sert à rien. Bah non, il y a un delay. Oui, au niveau technique, parfois, on est... On n'a pas encore de régie. On n'a pas encore l'oreillette qui nous dit c'est bon, on voit bien. Non, ça change. Ok, super. Enlève ça. Alors, mais j'espère que vous pouvez lire quand même. Donc, en gros, le livre se concentre sur 3 décennies, les années 70, les années 80 et les années 90, et analyse comment est-ce que le Parti socialiste a réagi aux attaques, au développement du néolibéralisme en Suisse. Tu commences en expliquant, donc ici en haut vous avez les périodes historiques, en commençant avec l'après-guerre, les 30 glorieuses, et en finissant à la fin des années 2000 et aujourd'hui. En rouge, c'est un peu les courants et les positions du PS, et en bleu, c'est les positions ou les courants ou les stratégies de la droite. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est 1945-1970, le consensus éternel, avec une paix du travail relativement stable, une répartition au Parlement qui est relativement stable également, avec l'apparition de la formule magique, notamment pour le Conseil fédéral, et au sein du PS, il y a une forte majorité d'une aile consensuelle syndicaliste qui cherche justement à trouver ces compromis avec la droite qui, elle, accepte ces compromis par un équilibre fordiste. Donc c'est en gros, tant qu'il y a de la croissance, on veut bien vous donner quelques acquis sociaux. Ensuite arrivent les années 70 avec la crise pétrolière de 1973-74, où là... suite également, donc fin de la croissance, augmentation du chômage, et suite aux années 1968, mais 68, et des revendications plus sociales, il y a un courant qui se développe au Parti socialiste qu'on considère comme étant l'aile gauche, et qui va être représenté notamment, tu parles de Jean Ziegler, qui vont essayer un petit peu d'amener des revendications plus radicales au sein du Parti socialiste, qui jusqu'alors était très consensuel. À droite, il commence à y avoir, c'est pas encore les grandes attaques, mais il commence à y avoir les remises en question de cet équilibre fordiste, où on commence à un peu plus chouiner quand la gauche demande des avancées sociales. Ensuite, on arrive dans les années 80, de 80 à 90, plus ou moins, où là, on rentre vraiment dans le
dur, j'ai l'impression, pour le Parti socialiste, parce que c'est là que se développe au niveau international, mais aussi en Suisse, et c'est le propos notamment de ton livre, de la tendance néolibérale au sein de la droite. Donc le néolibéralisme, c'est Margaret Thatcher, c'est Reagan, c'est une idée qu'il faut réduire à peau de chagrin l'État social pour faire des économies, pour diminuer la dette, diminuer les dépenses publiques, et donc on va pas prendre sur la police, on va pas prendre sur l'armée, mais au contraire, on va prendre de l'argent sur tout ce qui est des acquis sociaux, donc les retraites, le chômage, etc. À cette période, le Parti socialiste voit son aile gauche s'affaiblir. Il y a un peu un essoufflement du courant mai 68 et on voit apparaître une petite aile droite qui n'est pas encore surpuissante mais qui commence à pointer le bout de son nez, qui dit qu'il faut prendre un peu la tangente néolibérale de la droite. Et donc j'ai marqué pour la droite refus de toute entente et début des attaques vraiment de volonté de réduire les dépenses publiques. Et ensuite on arrive dans les années 90-2000 où c'est vraiment, là j'ai marqué néolibéralisme illibéral, un peu pour faire mon petit intellectuel, où là au PS l'aile gauche est quasiment morte et enterrée. Et l'aile syndicale consensuelle devient presque l'aile gauche parce que l'aile que tu appelles social-libérale, donc à tendance blairiste par rapport à Tony Blair en Grande-Bretagne qui était un socialiste mais qui en fait a fait de la casse sociale à gogo, cette aile sociale-libérale commence à gagner en importance et à se faire de plus en plus entendre. Et la droite attaque vraiment là, dans les années 90, frontalement l'État social suisse. Et ensuite, Mitterrand, il se situe où là? Il est dans la décennie d'avant, Mitterrand, avec le tour de la rigueur et tout. Ouais, Mitterrand, c'est 80 jusqu'à début des années 90. Donc Mitterrand, c'est un peu le blairiste de France. Il est moins social-libéral que Tony Blair. Il est plus social-démocrate avec des impératifs à cause du serpent monétaire européen notamment, avec des impératifs de devoir réduire la dette. Parce qu'en Suisse romande, j'imagine, on pourra peut-être en discuter après, mais on était quand même vachement influencé par la France. Et du coup, parce que Mitterrand faisait en France. Bref, désolé, je t'ai coupé. Aujourd'hui, ça, on pourra peut-être en parler à la fin de la discussion sur ton livre. Est-ce que ce résumé, alors ça blague sur le fait que j'ai fait un tunnel et que j'ai expliqué à l'auteur d'un livre son propre livre, mais c'était pour que vous compreniez. Je vous offre de la connaissance. Est-ce que, dans les très grandes lignes, c'est plus ou moins juste? Oui, merci beaucoup pour ce résumé. Dans les très grandes lignes, ça correspond à ce que j'ai développé. J'ai quelques nuances, par exemple, consensus éternel, j'espère pas forcément. En tout cas, le mot d'éternité en histoire contemporaine est assez contestable. Après, c'est vrai que dans les années 80-90, l'aile gauche du Parti socialiste s'affaiblit alors qu'elle était forte après dans le sillage des années 68. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle est morte et enterrée, je pense. C'est vrai que le courant social-libéral qui est pour une adaptation à cette mondialisation néolibérale, il devient plus fort, en particulier en Suisse alémanique, mais l'aile gauche, elle conserve quand même certains points d'appui, notamment en Suisse romande, et puis plus tard ça donnera aussi l'ascension politique de Pierre-Yves Maillard à la fin des années 90, début 2000, qui va justement se construire contre cette aile sociale-libérale. Notamment, il y a un moment où il est question de libéraliser l'ensemble du marché de l'électricité, début des années 2000, et l'aile sociale-libérale justement du PS, très forte en Suisse alémanique, se résigne en disant voilà, c'est dans l'air du temps, tous les pays européens libéralisent le marché de l'électricité, et là il y a quand même encore une aile gauche dans le Parti socialiste qui va dire non, il faut un référendum, il faut qu'on reste sur nos fondamentaux sociodémocrates, qui va emporter au Congrès le fait de lancer un référendum, et le référendum va être victorieux, et c'est aussi à ça qu'on doit aujourd'hui, il n'y avait pas que le Parti socialiste, il y avait aussi la gauche radicale plus petite notamment, mais d'avoir un marché de l'électricité qui n'est pas entièrement libéralisé en Suisse, contrairement à d'autres pays. Il est en partie encore protégé pour les petits consommateurs que nous sommes. C'est aussi dû grâce à cette aile gauche qui est certes affaiblie dans les années 90, mais
pas complètement morte. Ça, voilà, c'est peut-être une nuance qu'on pourrait apporter. Il y a juste une question que je trouve intéressante et ensuite peut-être qu'on peut passer décennie par décennie. Le point faible de l'analyse, le point faible, c'est de mon résumé, c'est de ne pas avoir parlé du SPD allemand dont tu parles dans ton livre, parce qu'il y a une influence énorme, notamment par rapport au Parti socialiste suisse, qui s'en inspire énormément. Oui, c'est tout à fait important, c'est vrai, et on retrouve ça très souvent en Suisse, quand même, la Suisse alémanique culturellement tournée vers l'Allemagne et la Suisse romande plutôt vers la France, et ça a des implications politiques vraiment claires. Et effectivement, le SPD est justement, se dit social-démocrate, très réformiste, au sens assez, justement, des réformes sociales par petits pas, assez prudentes. Alors, il y a aussi une aile gauche dans le SPD, mais elle est minoritaire, mais ce qui explique qu'en Suisse alémanique, effectivement, le courant social-démocrate réformiste est plus fort sous l'influence du SPD, tandis qu'en France, dans les années 70, le Parti socialiste fait vraiment un tournant à gauche. D'ailleurs, ils ne se disent pas social-démocrates, c'est une injure d'être qualifié de social-démocrate parce que ça sonne trop réformiste, presque limite de la sociale traîtrise. Donc on se dit socialiste, et effectivement, Mitterrand fait toute une campagne très à gauche dans les années 70, aussi pour séduire les mouvements sociaux post-68. Et en 80, quand il arrive au pouvoir, c'est un programme, oui, très, très à gauche, avec des réformes. Il y aura une forte augmentation du salaire minimum, des nationalisations dans le secteur bancaire, de grandes entreprises, une baisse de l'âge de départ en retraite très fort. Donc vraiment des réformes fortes, mais qui vont effectivement, et ça montre la pression du tournant néolibéral. Mitterrand, 83, fait, tu l'as dit, ce tournant de la rigueur, parce que sa politique devient trop en décalage avec celle des voisins, la Grande-Bretagne, les États-Unis, où il y a aussi Reagan, un néolibéral très déterminés, qui mettent la France sous pression, et Mitterrand a le choix entre essayer de tenir quand même ce bras de fer, une ligne à gauche, et c'est pas ce qu'il fait, il s'infléchit plutôt, et ça montre que effectivement le néolibéralisme monte en puissance dans les années 80, même dans un pays dominé par les socialistes comme la France. Ça te va, on passe un peu en revue les différentes décennies. Donc 1945-1970, plus ou moins, hein, parce que 1970, tu commences d'un point de vue idéologique plus à 1968 et d'un point de vue économique à 1974. Mais dans cette période, tu dis que c'est une période assez favorable à la gauche en Europe occidentale en général, mais aussi en Suisse. Et pour moi, en lisant ça, ça m'a déjà fait un peu tiquer. Parce que, et j'ai l'impression que tu te contredis toi-même dans le chapitre d'après sur les années 70, parce que tu le dis. Ah non, mais moi je me sens comme dans On n'est pas couché, tu sais, où le chroniqueur doit faire une analyse à la fois d'un album de musique et à la fois d'un livre politique. Non, mais parce que tu dis que c'est une période plutôt favorable pour la gauche et le syndicalisme, et en même temps, t'expliques que les contre-réformes des années 70 et 80 sont moins violentes que dans les autres pays, notamment parce que l'État social était moins développé en Suisse. Et également, tu précises que malgré cette période favorable des années 1945 à 1970, malgré cette faveur, la gauche n'a pas réussi à dépasser les 30%. Donc, est-ce que c'est vraiment si favorable que ça, ou est-ce que c'est juste par rapport à la catastrophe qui est arrivée après ? Non, mais tu as raison, c'est favorable par rapport aux années qui suivent, où la gauche va être dans une posture encore beaucoup plus défensive. C'est favorable dans le sens où il y a une très forte croissance économique. Ça, c'est vraiment impressionnant. Pendant 30 ans, entre 1945 et 74, il y a vraiment 4-5% de croissance chaque année, ce qui fait que les entreprises sont
sont très bénéficiaires, que les budgets publics, quand même, chaque année, ont des excédents, donc sont dans les chiffres noirs et pas dans les chiffres rouges. Et donc, effectivement, c'est quand même plus facile d'obtenir des concessions de la droite, même quand on est minoritaire dans cette position, que dans une position où il y a un très fort chômage, des énormes déficits dans les budgets publics. Et, par exemple, en 1970, la droite, qui est majoritaire, accepte d'augmenter les rentes de l'AVS de 50%. 50% d'augmentation des rentes AVS. Vu d'aujourd'hui, que la droite accepte ça, ça paraît quand même assez, assez étonnant. On a dû se battre pour une 13e rente qui était aux alentours, je crois, de 8 ou 9% d'augmentation. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais on est très loin des 50%. Et il y avait une droite qui combattait cette 13e rente de manière forcenée. Alors qu'en 1970, ils se sont dit, bon, c'est vrai, on fait des milliards de bénéfices chaque année dans les budgets publics. Enfin, milliards, j'exagère, parce qu'avec l'inflation, c'était plutôt peut-être quelques centaines de millions, mais on peut lâcher une augmentation de l'AVS. Donc, ils lâchent une augmentation de l'AVS substantielle. Et effectivement, à partir de 1974, interruption de 30 ans de croissance économique, notamment parce que il y a une guerre déjà au Proche-Orient, et ce qui fait que les prix du pétrole triplent en quelques semaines. Donc, comme l'économie de l'époque est totalement basée sur le pétrole, ça enraye cette machine de croissance économique. On peut la nommer, hein. C'est celle qui est toujours aujourd'hui en cours. C'est malheureusement une longue histoire. C'est une guerre au Proche-Orient, ça correspond à 73, c'est suite à... guerre du Kippour. C'est le Kippour. Je crois que c'est Kippour. C'est ça. C'est ça. Exactement. Peut-être qu'un Twitcher peut vérifier sur Wikipédia, mais j'ai l'impression que c'est juste. Et effectivement, il y a ce triplement des prix du pétrole, donc la machine s'enraye. C'est pas la seule raison, hein. Il y a d'autres déséquilibres. Il y a notamment le fait que les États-Unis ont mené la guerre du Vietnam et l'ont financée en créant de la monnaie pour financer cette guerre, et ça a généré une inflation monstre. Avec la fluctuation des monnaies. Donc il y a d'autres déséquilibres, mais le fait est que tout à coup en Suisse, pour la première fois depuis 30 ans, on a une grosse récession, et vraiment elle est grosse, c'est des dizaines de milliers d'emplois perdus. Alors dans un premier temps, il n'y a pas une augmentation forte du chômage, parce que les autorités, qu'est-ce qu'elles font pour limiter l'augmentation du chômage? Elles résilient les permis de séjour des travailleuses et travailleurs saisonniers. On exporte vers l'Italie, vers l'Espagne. On exporte le chômage. Elles pourront moins le faire par la suite, parce que ces permis de saisonniers vont quand même se stabiliser. Ça sera heureusement moins facile de virer les gens si facilement en cas de crise, hein, les immigrés. Mais donc il n'y a pas une hausse spectaculaire du chômage, mais il y a quand même des dizaines de milliers de licenciements, de pertes de postes. C'est le début de la baisse du secteur industriel en Suisse. Ça va beaucoup aussi déséquilibrer le milieu ouvrier traditionnel qui est la base électorale du Parti socialiste. Donc ça va aussi fragiliser les syndicats et le Parti socialiste. Donc c'est aussi à partir de 74 qu'il y a le début du néolibéralisme, qui est aussi une réponse de la droite à cette crise économique. La droite se dit, ben voilà, désormais, il n'y a plus des marges bénéficiaires qui augmentent chaque année, les budgets publics sont sous pression, les profits des entreprises sont sous pression. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas perdre ces taux de profit et tout? On va essayer de les restaurer en ayant une politique plus dure de mise en cause de l'État social, une politique aussi de dérégulation du marché du travail pour avoir de la main-d'œuvre qui nous coûte, entre guillemets, moins cher. Et donc, c'est aussi une réponse au retour des crises économiques, le néolibéralisme. Alors qu'au même moment, la réponse de la droite, c'est donc le néolibéralisme, une diminution des dépenses publiques, et la gauche, elle, est plutôt favorable à une relance par la dépense, donc une relance keynésienne, c'est-à-dire en augmentant les allocations chômage, en voulant mener une politique des grands travaux pour favoriser la demande et relancer. Donc c'est vraiment deux visions totalement opposées de comment régler une crise économique. Ouais, c'est ça, tout à fait. Dans une optique réformiste, social-démocrate réformiste, l'idée c'est de soutenir les revenus pour que les gens
continuer à consommer, parce que s'ils arrêtent de consommer, ça va aggraver la récession et ça va faire un cercle vicieux. Donc effectivement, le Parti socialiste demande une assurance chômage, elle n'est pas encore obligatoire dans les années 70 et ils l'obtiennent d'ailleurs, c'est un succès de l'époque. Ils demandent des dépenses publiques, notamment dans les transports publics, construire des infrastructures de transport public pour relancer la machine économique. Alors là, ils obtiennent un plan de relance, mais malheureusement pas vraiment celui qu'ils espèrent, parce que la droite décide admet des dépenses de relance, mais les oriente vers l'armée, vers les commandes militaires, parce qu'à l'époque, il y a quand même des ateliers militaires qui fabriquent des armes en Suisse, donc on soutient plutôt cette industrie. Donc on voit que voilà, il y a eu le PS a réussi, et la gauche et les syndicats, à obtenir quelques succès suite à la crise des années 70, notamment une assurance chômage sociale obligatoire, mais sur le plan de relance, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur une troisième revendication qui est mise en avant, qui est la réduction du temps de travail, au moins la semaine de 40 heures, demande la gauche, pour mieux partager le travail entre les personnes au chômage. Là, la droite oppose une fin de non-recevoir. Et c'est refusé en votation, c'est ça? C'est aussi par la suite effectivement refusé à plusieurs reprises en votation. Ça, c'est aussi ça, comment t'expliques que la droite réussisse autant en votation populaire à ce moment-là, mais j'ai l'impression encore aujourd'hui, d'imposer son idéologie sur des revendications qui, a priori, sont dans l'intérêt de la grande majorité de la population suisse? C'est un peu une bonne illustration de cette idée marxiste que effectivement l'idéologie dominante imprègne une grande partie de la population. En l'occurrence, l'idée que si on travaille dur, c'est comme ça qu'on est parvenu à devenir un des pays les plus riches du monde, et que c'est un de nos atouts, ce culte du travail. Et ça, il y a une partie de la population qui y adhère. Il faut quand même toujours aussi voir que ces votations, notamment sur la semaine de 40 heures, elles excluent la partie de la population qui a les emplois les plus durs. C'est plus de 20% de la population qui est immigrée, donc qui est privée des droits politiques, et qui certainement une partie de la population qui travaille sur les chantiers, à construire à l'époque les grands barrages ou les autoroutes. Et cette partie de la population était certainement plus favorable à la semaine de 40 heures, mais était exclue des droits politiques. Il faut vraiment toujours être conscient qu'il y a une bonne partie de la classe ouvrière en Suisse qui est exclue des droits politiques parce qu'immigrée. Et c'est aussi pour ça que la droite verrouille tellement l'accès à la nationalité, c'est que on sait très bien que ça profite à la droite, cette exclusion. Et ça, c'est un... Ouais, j'ai juste une question par rapport à toujours cette période 45-70. Là, tu parles d'équilibre fordiste et tu mets en avant vraiment le fait que, en gros, ça allait tellement bien que quand ça va bien, c'est plus facile pour la droite de faire des concessions. Mais il n'y a pas aussi le fait que l'interlocuteur en face à l'époque, je ne sais pas, était légèrement différent dans le sens où 45, on est quelques années après la révolution russe, c'est le début de la guerre froide, avec ces idées qu'on va se construire, des rouges qui sont armés. Et puis en fait, justement, même en France, je sais que le Parti communiste à l'époque avait beaucoup plus de poids et de puissance. Et du coup, il n'y avait pas aussi un rapport de force qui était peut-être un peu plus équilibré qu'aujourd'hui. Et c'est pas juste ce fait des 30 glorieuses et de l'économie qui allait mieux, et que peut-être, même en Suisse, la droite craignait plus la gauche de l'époque. Je sais pas. Ouais, non, je pense que c'est une tout à fait bonne remarque et un complément qui est effectivement totalement pertinent. Effectivement, il y a non seulement le spectre soviétique et la droite, y compris en Suisse à l'époque, qui se disent si on laisse se développer une trop forte pauvreté, les gens risquent de tomber dans le modèle soviétique et de finir par être séduits par le communisme. Donc effectivement, ça pèse à l'époque. Il y a aussi que dans les pays voisins, la gauche a participé à la résistance armée en France, en Italie, en Belgique, contre le fascisme. Et quand vous avez participé à une résistance armée, effectivement, vous avez du poids. Et la Suisse est entourée effectivement de pays où il y a une gauche socialiste
crise communiste très forte et ça pèse aussi sur effectivement la Suisse où on se dit ben voilà, tous les pays voisins développent sous pression de la gauche l'État social, une large sécurité sociale qui protège contre la retraite, la maladie, le chômage. On est aussi obligé de faire des concessions dans ce sens, bien sûr ça pèse. Mais du coup, est-ce qu'on a un style en Suisse ? Parce qu'en fait, quand nos voisins commencent à devenir fachos, on fait pareil. Quand ils se droitisent comme aujourd'hui, on décide de faire pareil. Puis à l'époque, ou alors peut-être qu'il y avait plus de poids à gauche, alors on se disait, on fait pareil aussi. Est-ce qu'on a fait des choses à contre-courant ? On reste quand même, les dirigeants suisses de l'époque restent en partie à contre-courant dans le sens où on va beaucoup moins loin dans le développement de l'État social que les pays voisins parce qu'il n'y a pas justement cette gauche qui a participé à la résistance contre le fascisme en Suisse, donc il n'y a pas ce rapport de force d'avoir une gauche armée en 1945, des dizaines de milliers de militants communistes qui ont pris les armes pour en France ou en Italie contribuer à chasser les nazis. Ça pèse après parce que ces personnes elles savent se battre, elles ont potentiellement encore des armes, donc on doit leur faire des concessions, on doit discuter. Il n'y a pas ça en Suisse, donc les concessions sont moins fortes. Et quand vous regardez les dépenses sociales en pourcent du PIB, elles restent beaucoup plus faibles en Suisse. Il y a l'AVS qui est mis sur pied sur la retraite, mais en matière de maladie, par exemple, il n'y a rien, alors que dans tous les pays voisins, il y a aussi une sécurité sociale en matière de maladie qui est mise en place au même moment. Donc la Suisse reste quand même, dans l'après-guerre, plus libérale que ses voisins. Et pour... Non, oui, je sais qu'il y a une question, mais qui va venir juste après, parce qu'ensuite, ça permettra de faire le lien avec la deuxième période historique. Dans les années 45-70 également, même si c'est une période favorable plutôt à la gauche par rapport à la Suisse, c'est au congrès de 64 que le PS abandonne l'idée de dépassement du capitalisme. 59. 59 de Winterthur. Ouais, voilà. Qui abandonne donc dans ses statuts l'objectif du dépassement du capitalisme qui depuis est revenu dans les statuts. Mais donc, pour moi, c'est un signe que même si c'est une période favorable à la gauche, même si la gauche dans les pays autour de la Suisse est un peu plus revendicative et un peu plus radicale qu'aujourd'hui, le PS suisse abandonne certaines valeurs importante, parce que le dépassement du capitalisme, c'est à la base du mot socialiste. Donc comment est-ce qu'on explique en 59 à Winterthur qu'ils abandonnent ce terme-là ? Eh bien là, je pense justement ce contexte de très forte croissance économique renforce les partisans d'un réformisme par petits pas. Il y a vraiment un optimisme, on se dit, cette croissance, ce plein emploi, ça va nous permettre de graduellement conquérir le progrès social et à la limite on n'a plus besoin de grandes ruptures, de révolutions avec tout ce que ça suppose de risques de violence. On va réussir pas à pas à aller vers un état social qui va apporter le bonheur et la satisfaction des besoins, en tout cas des besoins matériels de toutes et tous. Donc les partisans de ce progrès social par petits pas, leur poids se renforce dans le Parti socialiste et ça mène justement à cette révision du programme de 59. On a la même révision au sein du SPD au même moment, donc c'est pas une spécificité suisse, c'est une bonne partie de ces mouvements sociodémocrates européens qui se laissent séduire par ce système capitaliste régulé avec une forte régulation et un fort état social. Ça a bien marché en tout cas comme stratégie d'abandonner ce genre de volonté. Mais du coup, peut-être pour passer à la deuxième période historique, donc années 70-80, on a déjà un petit peu parlé de la crise, mais on a eu une question de Méduse. Qu'est-ce que tu penses, Adrien, de la thèse de Frédéric Deus, qui affirme que la crise commence en Suisse au début de l'année 70 et non 74, comme il y a déjà des restructurations et fermetures de plusieurs usines? Ça fait plaisir d'avoir des personnes avisées dans ce live et des questions pointues. C'est vrai qu'il y a des déséquilibres économiques qui commencent dès le début des années 70, notamment provoqués par cette inflation, j'en ai parlé, qui est en large partie importée. C'est vraiment les États-Unis qui, justement, veulent financer la guerre du Vietnam, qui coûte extrêmement cher aux États-Unis, sans toucher à l'État social.
Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est ils créent de la masse monétaire, ils font tourner la planche à billets, comme on dit, pour créer de la valeur, pour financer leur guerre. Et effectivement, quand vous faites ça, ça fait une inflation de plus en plus importante, et cette inflation, elle contamine toutes les économies occidentales. Donc c'est vrai qu'en Suisse, dès le début des années 70, ça commence à s'enrayer, avec notamment les hausses de revenus régulières dont les gens ont bénéficié, les salariés ont bénéficié dans les années 50-60, qui commencent à être grignotées par l'inflation. Effectivement, il y a des premières fermetures d'entreprises. Donc effectivement, il y a des signes avant-coureurs de la crise dès le début des années 70. Et du coup, dans ces années 70, on le disait, au sein du PS, il commence à y avoir des revendications d'une aile de gauche, notamment des revendications sociales. Et moi, ce qui m'a marqué dans ton livre, c'est de voir que ces revendications de mai 68, c'est donc moins des revendications, disons, ouvrières, et plus des revendications sociales sur, par exemple, la question féministe, la question des droits LGBT ou la question écologiste. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que les syndicats, à ce moment-là, sont très fermés à ces idées. Pas forcément nouvelles, parce que le féminisme, l'écologie, ça date quand même déjà dans l'histoire du socialisme, mais sont très fermés à ces nouvelles revendications. Et même, tu le précises, qu'ils ont même parfois des discours xénophobes par rapport aux travailleurs et travailleuses étrangers. Et donc, comment est-ce que tu perçois ce syndicalisme suisse, et peut-être que c'est partout en Europe, je ne sais pas, qui, en fait, n'ont plus que comme mot d'ordre, on protège nos membres de notre syndicat, et le reste, on abandonne complètement les idéaux politiques? Ouais, c'est vrai qu'on retrouve cette confiance dans l'idée que la croissance économique va permettre une hausse régulière des salaires année après année. Et puis les syndicats, donc cette confiance chez les dirigeants syndicaux, donc une adhésion à la paix du travail, l'idée qu'on peut obtenir chaque année des augmentations de salaire. Et c'est un fait, hein, dans les années 50-60, c'est impressionnant. Chaque année, il y a des augmentations de salaire réels qui sont significatives. Donc ça favorise cette idée que la paix du travail va permettre sur la durée de satisfaire les besoins des salariés. Et il faut bien voir que les salariés dont on parle, effectivement, c'est les salariés syndiqués, les ouvriers syndiqués, c'est à plus de 95% à l'époque des hommes. Donc il y a ce modèle de l'ouvrier blanc masculin qui est adhérent à un syndicat et qu'il faut défendre, contrairement aux femmes, mais aussi aux salariés immigrés saisonniers qui ne sont pas des adhérents au syndicat. Et puis même les responsables syndicaux de l'époque les voient avec méfiance, parce qu'ils sont perçus, les Italiens ou les Espagnols, comme étant souvent proches du Parti communiste, parce qu'il y a un fort Parti communiste espagnol en exil, parce qu'il est interdit en Espagne, parce qu'il y a Franco, mais il y a aussi un fort parti communiste en Italie. Et comme les dirigeants syndicaux sont extrêmement anticommunistes, parce que ça troublerait leur vision justement réformiste et de paix du travail, eh bien pour toutes ces raisons, ils sont très fermés à défendre autre chose que cet ouvrier blanc masculin. Donc effectivement, on peut... Enfin, ça, c'est typiquement un anachronisme qu'il ne faut pas faire en histoire, mais on peut parler d'anti-wokisme déjà avec tous les guillemets qui s'imposent très fort dans le mouvement syndical de l'époque. Et puis... Les femmes ne votaient pas en plus... Jusqu'en 71, c'est vrai. Tu parlais d'exclusion, que la droite a toujours bénéficié, a toujours voulu exclure les minorités, parce qu'elle y perdrait. Là, il n'y avait pas que les étrangers qui étaient exclus de l'expression. Il n'y a pas les étrangers, il n'y a pas les... Il n'y avait rien, quoi. Tout un point important de la gauche, en fait, n'a pas le droit de vote en Suisse. Ouais, la Suisse des années d'après-guerre est extrêmement conservatrice, aussi avec un poids de l'armée. Il y a ce fameux petit livre qui est envoyé par l'armée à tous les ménages du pays en 69 pour rappeler les valeurs patriotiques, et il y a des passages vraiment extrêmement conservateurs qui dit la place des femmes est au foyer pour soutenir l'armée envoyait ça. Voilà, il y avait vraiment c'est ce que l'armée appelait la défense nationale spirituelle. C'est pas une blague. C'est moi ou c'est le genre de phrase qu'on peut lire dans un livre fasciste?
Certains, effectivement, par exemple des Max Frisch et d'autres écrivains, critiques de l'époque, ont comparé ça avec de la propagande d'État totalitaire. C'est vrai qu'il y avait cette défense nationale spirituelle, elle a été forgée dans les années 30. C'était effectivement l'idée qu'en Suisse aussi, il fallait une propagande patriotique pour contrer la propagande du fascisme italien. Donc il y a effectivement des circulations en tout cas. Et du coup, il y a cette aile gauche, héritière de mai 68, qui réussit un peu à faire sa place dans les années 70 au sein du PS. Notamment, c'est déjà dans cette décennie qu'il y a le groupe d'Yverdon. Je ne sais plus s'il vient plus tard ou si c'est dans les années 70. Il est créé plutôt un peu plus tard, fin 70, début 80, ouais. Mais c'est dans la continuité, tout à fait. Et donc, ils arrivent petit à petit un petit peu à se faire entendre. Et il y a déjà des discussions dans les années 70 par rapport à la participation dans les gouvernements fédéraux et cantonaux. C'est bien ça ? Oui, effectivement, après 68, il y a quand même une forte politisation, notamment du milieu étudiant. Et d'ailleurs, les effectifs étudiants sont en forte croissance. Il y a une démocratisation des études. Et ce qui fait qu'il y a des centaines de personnes plus jeunes qui adhèrent au Parti socialiste, qui sont marquées par les mobilisations de 68 et qui vont essayer d'imposer une ligne moins conservatrice, moins réformiste. Alors ça se traduit notamment par le fait qu'il demande une ligne plus critique de l'armée. Le PS des années 50-60 soutient la défense nationale très fortement, notamment par anticommunisme, par crainte de l'Union soviétique, cet esprit de guerre froide qui imprègne aussi le PS. Et donc un des premiers combats de ces nouveaux adhérents qui vont former cette aile gauche, ça va être de demander une ligne plus critique sur la défense nationale, de combattre les achats disproportionnés, perçus comme disproportionnés de chars ou d'avions de combat. Donc effectivement, l'aile gauche ne devient jamais majoritaire, elle pèse toujours au mieux autour de 30% dans les congrès, mais elle arrive quand même à impulser une ligne plus critique sur la défense nationale, une ligne plus féministe, que le féminisme devienne une préoccupation du parti alors qu'il l'est quand même assez peu dans les années précédentes, et aussi une ligne critique sur l'énergie nucléaire. Le Parti socialiste de l'après-guerre adhère à l'énergie nucléaire en se disant c'est génial, l'énergie très bon marché, ça va favoriser cette croissance économique et ces augmentations de salaire. C'est dans les années 70 un conseiller fédéral socialiste qui est responsable du dossier énergétique, et donc il y a un bras de fer entre l'aile gauche du PS et leur conseiller fédéral qui veut qui pousse au développement du nucléaire. Et l'aile gauche réussit à faire voter le congrès du Parti socialiste contre l'énergie nucléaire. Donc typiquement sur un dossier comme l'énergie, l'aile gauche va jouer un rôle pas négligeable. Et je te laisse juste t'approcher parce qu'en fait c'est très bien. Oui. Comme ça, déjà tu peux être là, tu peux plus voir le chat et t'es plus à la lumière. Ah, tu veux te mettre là ? On aurait dû faire ça. Ouais. Ça depuis le début, mais voilà. Comme ça fait un petit faux raccord. Si tu veux, tu peux utiliser un truc pour prendre le micro, c'est comme tu veux. Sinon tu. Ouais. Et okay. J'ai une question vraiment qui me travaille, notamment par rapport à ton livre, mais aussi encore par rapport au PS aujourd'hui, mais. Partons déjà des années 70 et 80, tu soulignes le fait qu'on perçoit dans les congrès, dans les différents procès-verbaux de la présidence du parti, etc., qu'ils essayent de ne pas non plus être trop radicaux, notamment parce qu'ils veulent absolument garder déjà une place au Conseil fédéral, mais aussi pouvoir avoir des gens dans les départements et les offices fédéraux et pouvoir nommer des socialistes dans les régies fédérales. Et j'avoue que j'ai de la peine à comprendre la stratégie du PS à ce moment-là. À quel point est-ce que c'est important d'avoir des socialistes dans les régies fédérales, dans les offices fédéraux, qui expliquent en fait pourquoi ils essayent notamment d'avoir un consensus ? Ça s'inscrit dans ce que je disais précédemment, cette idée qu'on va pas à pas conquérir les progrès sociaux, on va pas à pas conquérir des places dans les institutions.
typiquement d'avoir des socialistes au conseil d'administration des PTT, donc qui était l'entreprise publique en charge des activités postales et des télécoms, qui a été privatisée justement dans les années 90. D'avoir un socialiste dans le conseil d'administration des PTT, ça va permettre d'obtenir des améliorations des conditions de travail progressivement pour les employés des PTT, et accessoirement cet homme ce socialiste qui est au conseil d'administration des PTT, il va reverser une partie de ses jetons au parti, donc c'est des ressources pour le parti. Donc effectivement il y a ces intérêts derrière le réformisme et la volonté de rester au Conseil fédéral. Il y a ces intérêts matériels aussi très concrets, parce que si on perd la place au Conseil fédéral, on risque par cascade d'être expulsé aussi de tous ces conseils d'administration d'entreprises publiques, les PTT, les CFF, la Banque nationale suisse, les banques cantonales. C'est aussi des places quand même importantes, des débouchés professionnels pour des cadres du parti qui sont importants. Et quand l'aile gauche, effectivement, à partir des années 70, va demander un retour à une politique d'opposition, donc aussi de quitter le Conseil fédéral pour faire une cure d'opposition, en estimant que le parti en sortirait plus fort, moins compromis avec la politique bourgeoise, eh bien, il y a toute cette aile réformiste avec des personnes qui ont aussi des intérêts très matériels à défendre, qui va s'opposer à la sortie du Conseil fédéral. Et à titre personnel, Parti socialiste, cadre d'une banque cantonale, ça fait sens. Ça marche? Ça peut faire sens? Ou ça sonne un peu quand même bizarre. Ça se discute. Une banque cantonale, elle peut... tout dépend de la politique qui est menée. Si les autorités pourraient obliger une banque cantonale à accorder des prêts à taux préférentiels à des entreprises liées à l'écologie, pour soutenir le développement, je sais pas moi, des panneaux solaires, de l'énergie propre. Donc, avec une banque cantonale, on peut faire des choses bien. Tout dépend la politique qui est menée. Mais donc ça, c'est presque une vision pas réformiste, mais capitaliste sociale. C'est en tout cas un débat qu'il y a à l'époque, et les socialistes qui sont encore aujourd'hui présents dans le conseil d'administration des banques cantonales vous diront mais c'est pour essayer d'influencer positivement ce qui est mené. Aujourd'hui, vu ce que sont devenues les banques cantonales qui se comportent effectivement comme des acteurs capitalistes à part entière, c'est effectivement plus difficilement défendable. Et on a une question de Méduse. Quand on parle de l'aile gauche, est-ce que vous parlez de la nouvelle gauche, genre Ligue marxiste révolutionnaire ou MLF, je ne sais plus ce que c'est l'acronyme, ou Mouvement de libération des femmes, ouais. Ou juste des militantes plus à gauche dans le parti? Ouais, c'est une clarification nécessaire. Effectivement, dans mon livre, j'étudie vraiment l'aile gauche au sein du parti, parce que parmi les militantes et militants de 68, il y en a qui font le choix effectivement de construire une gauche radicale, la LMR, Ligue marxiste révolutionnaire, le MLF, les Progressive Organisationen der Schweiz, les POR, c'est aussi une grande forme, ouais, ça, j'avais jamais entendu parler des POR. Mais c'est le principal parti de gauche radicale à l'époque. Effectivement, il disparaît dans les années. Mais il est surtout en Suisse alémanique. C'est pour ça qu'on le connaît moins. Ici, c'est plutôt la Ligue marxiste révolutionnaire ou d'autres groupes. Donc, il y a une partie qui sont dans cette gauche radicale et une autre partie qui va former une aile gauche en se disant voilà, le Parti socialiste, c'est le plus grand parti de gauche en Suisse. Il faut essayer de le tirer davantage vers la gauche. Il y a déjà ce débat stratégique qu'on retrouve encore aujourd'hui entre des personnes des jeunesses socialistes qui vont vous dire moi j'essaie de tirer le parti socialiste vers la gauche de l'intérieur. Et Mathilde Mottet, par exemple, son discours. Exactement. Et peut-être pour faire la transition dans les années 80, moi, comme je l'ai compris dans ton livre, c'est que à la fois les militants et militantes de l'aile gauche au sein du Parti socialiste partent ou alors perdent un peu de leur ferveur, et également les partis dont on vient de parler comme le POR, le LMR ou MLF s'essoufflent ou alors se dissolvent complètement, et ça fait qu'il n'y a plus cette aile gauche ou moins qui force le PS à prendre des positions un peu plus conséquentes socialisées.
Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs défaites dans les années 80 qui vont justement quelque peu démoraliser l'aile gauche, notamment. Il y a une lourde défaite en votation sur une initiative qui avait été portée à la fin des années 70, élaborée par l'aile gauche qui s'était beaucoup mobilisée pour la lancer, une initiative contre le secret bancaire, donc qui aurait permis une lutte contre la fraude et l'évasion fiscale bien meilleure. Mais l'aile droite ou l'aile consensuelle du Parti socialiste va tout faire pour empêcher d'abord le lancement de cette initiative, puis refusera de mener campagne pour cette initiative parce qu'elle estime que le secret bancaire c'est un des piliers de la prospérité suisse et qu'il faut pas y toucher. Et cette initiative va donc être largement refusée en votation populaire parce que non seulement elle aura une forte opposition du patronat bancaire des banques, mais même une partie du PS freinera. Donc lourde défaite sur cette initiative, puis aussi ce contexte, au lieu des espoirs révolutionnaires post-68, on se retrouve avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan, et donc c'est aussi une démoralisation en raison du tournant néolibéral plus large. Et ce qui m'a marqué, alors c'est aussi le cas dans les années 90, mais surtout dans les années 80, moi ce qui m'a marqué, c'est le fait que, j'ai l'impression en tout cas dans ton livre, que souvent les cadres du Parti socialiste espèrent, en acceptant un consensus avec la droite, pouvoir mener cette politique des petits pas, et ensuite se retrouver un petit peu tout penaud quand la droite trahit les promesses du consensus. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un fil rouge, en fait, dans l'histoire du Parti socialiste, de croire que la droite va tenir ses promesses quand un consensus est trouvé, et qu'en fait, 5 ans après, ou même moins, la droite fait l'exact opposé que ce qui avait été accepté en consensus. Est-ce que j'ai bien saisi cette partie dans ton livre? Et si oui, comment est-ce que tu expliques un peu cette naïveté, j'aurais envie de l'appeler, des cadres du Parti socialiste? Ouais, je pense que c'est assez juste. Il y a effectivement cette volonté de rester au Conseil fédéral, et la droite utilise en permanence cette menace: si vous allez trop loin dans votre opposition, vous ne serez plus accepté au Conseil fédéral. Donc ça permet quand même de discipliner le Parti socialiste. En même temps, lors d'un congrès, celui de 1984, je vérifie juste la date, le Parti socialiste est quand même à 2 doigts de quitter le Conseil fédéral parce que la femme, et ça aurait été la première femme qui serait entrée au Conseil fédéral que le Parti socialiste a présenté, qui est assez combative, un profil assez féministe, ça déplaît beaucoup aux parlementaires conservateurs, donc ils vont chercher... Je me souviens juste plus de son nom. Ustenhagen, Liliane Ustenhagen. Ils vont chercher un autre socialiste beaucoup plus consensuel, conservateur, que le parti ne voulait pas. Et donc là, y compris la direction du Parti socialiste dit: ça c'est le camouflet de trop, là il faut qu'on quitte le Conseil fédéral. Et le Congrès, après un débat très vif, très mouvementé, un vote très serré, va finalement décider de ne pas quitter le Conseil fédéral, justement parce qu'il y a cette mobilisation de tout l'establishment du parti, mais même la direction voulait quitter le Conseil fédéral. Mais à ce moment-là, quand le PS est sur le point de quitter le Conseil fédéral, on voit que la droite, elle est quand même un peu gênée. Autant, pendant toutes les années précédentes, elle a menacé: si vous êtes trop combatif, trop à gauche, trop critique, on va vous virer du Conseil fédéral. Et là, tout à coup, ils se disent: oups, mais en fait, si le PS part du Conseil fédéral, c'est quand même un élément de la fameuse stabilité suisse qui est si appréciée notamment par nos banques, parce que c'est l'image d'un pays stable, de confiance, dans lequel on peut déposer son argent. Et ils sont pas très à l'aise. Donc il y a ce jeu permanent, à la fois menacer le PS de ne pas lui permettre de continuer au Conseil fédéral, et à la fois, quand ils sont sur le point de sortir, quand même des craintes pour la stabilité du pays. Donc c'est aussi cette tension qui est intéressante, que j'essaie de retracer. Oui, et ça c'est frappant, comme celui qui a été élu à la place de Ustenhagen, c'est Otto Stich. Genau. Qui d'ailleurs, dès son élection, s'oppose à toutes les lignes du Parti socialiste, et en fait, ils ont élu quasiment un centriste, voire un PRD.
disons, un social-démocrate de cette vieille école très réformiste, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 90, parce qu'il va rester longtemps au Conseil fédéral, dans les années 90, face à cette offensive néolibérale qui s'intensifie, en fait, le fait qu'il soit un peu un social-démocrate de la vieille école, où on va conquérir pas à pas des progrès sociaux pour les ouvriers, ça va quand même lui donner une posture même plus résistante, parce qu'il trouve que ça va quand même trop loin, les cures d'économie, les plans d'austérité dans les assurances sociales, ça il peut pas l'accepter, et donc autant en 1984 quand il arrive au Conseil fédéral, il est effectivement perçu comme un socialiste de droite, autant dans les années 90 il va finir par énerver la droite parce qu'il va s'accrocher à la défense des assurances sociales, justement au nom de cette vieille tradition social-démocrate. Et juste merci Méduse pour le sub, ça fait plaisir. Yes, merci. Juste petite clarification, avant on a parlé du groupe d'Yverdon, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, ce fameux groupe d'Yverdon ? Eh bien, c'est justement cette aile gauche qui cherche à être mieux organisée, et elle va fonder vraiment une tendance plus formelle dans le parti. Et puis comme leur première séance se passe à Yverdon, ils vont s'appeler, elle et ils vont s'appeler le groupe d'Yverdon. Et ils vont, elle et ils, un de leurs combats, à part le fait de vouloir revenir à l'opposition, que le Parti socialiste sorte du Conseil fédéral, un des grands combats, ça va être justement de réintroduire dans le programme du Parti socialiste l'horizon d'un dépassement du capitalisme, avec une notion clé qu'ils veulent imposer au cœur du programme, c'est celle d'autogestion. Cette idée de dire que voilà, on défend le fait que les ouvrières, les salariés et les ouvriers et les salariés puissent prendre eux-mêmes en main les usines et les entreprises, et d'aller vers le socialisme aussi par le biais de l'autogestion, mais ils vont pas y arriver. Et ça a fait un grand débat, si je me souviens bien, dans un congrès, cette idée d'autogestion qui faisait hérisser le poil d'une partie du Parti socialiste, qui était absolument inaudible pour eux, notamment par anticommunisme, si je me souviens bien. Mais aussi un point qui est marquant dans les années 80, je trouve spécialement, mais aussi dans les années 90, c'est que la présidence du parti, j'ai l'impression, est plus souvent là pour essayer de faire en sorte de garder une union au sein du PS, plus que pour imposer une ligne politique. Je me souviens plus du nom, il y en a un qui reste longtemps... Houbarer, c'est celui qu'on voit à l'image. Voilà, où vraiment il y a plein de moments où il est à la fois en confrontation avec l'aile gauche en leur disant qu'ils demandent trop, et à la fois en confrontation avec les conseillers fédéraux socialistes en disant vous êtes allés trop loin, et qu'il y a vraiment cette constance que la présidence du PS est là pour essayer de garder une union dans la maison, plus que pour dire voilà quelle est notre ligne directrice. Ouais, je pense que c'est très juste. À partir de Houbarer, donc qui prend la présidence au début des années 70 et qui va rester jusqu'au début des années 90, donc il va vraiment marquer, il est d'ailleurs décédé récemment, très âgé, mais il va vraiment marquer le Parti socialiste, et lui, il a cette compréhension, en tout cas cette idée que d'avoir une aile droite et une aile gauche pour le Parti socialiste, c'est une force, ça lui permet de ratisser plus large, justement d'avoir à la fois des étudiants post-68ard, contestataire, et un cheminot syndiqué, membre du Parti socialiste depuis des décennies, qui a cette ligne plus modérée, voire un peu conservatrice. Je caricature un peu, mais il y a quand même un peu de ça dans son esprit. C'est une force, il faut essayer de faire tenir ça ensemble, et effectivement, en permanence, il essaye de faire de la médiation entre aile centriste du parti et aile gauche. Et son successeur ensuite, Peter Bodenman, fera la même chose, et je pense que jusqu'à nos jours d'ailleurs, le fait qu'on a dans le PS à la fois une jeunesse socialiste et un Josic beaucoup plus à droite qui est quasiment un politicien bourgeois, c'est aussi de la part de la direction du PS cette volonté de ratisser large, en se disant que c'est une force aussi au niveau électoral d'être un aspirateur à voix à la fois vers des personnes centristes et à la fois des gens beaucoup plus à gauche. Et donc tu parlais est-ce que Adrien considère Baumschneider, donc conseillère fédérale socialiste en charge du département de l'intérieur, comme faisant partie de l'aile gauche du PS?
Je sais pas si ça sort de ta casquette d'historien ou... Je peux quand même donner une appréciation. Certainement que par le passé, elle a été plutôt à gauche au PS en tant que femme jurassienne d'une minorité, aussi d'un canton quand même assez minoritaire à Berne, où il faut faire sa place. Je pense qu'elle avait une attitude assez combative, mais c'est aussi frappant de voir à quel point la fonction de conseillère fédérale normalise la personne, et depuis qu'elle a été élue au Conseil fédéral, elle file droit, et on voit plus beaucoup de traces d'un passé de gauche. C'est vraiment, elle est alignée, couvert lors de chaque campagne électorale sur les positions de la droite, alors que même certains UDC élus au Conseil fédéral osent faire des ruptures de collégialité ou ne pas mener campagne quand ils sont opposés. En ce moment, on sent que Parmelin, il mène pas vraiment campagne sur une votation. Ce serait pas mal si celles et ceux qui ont un passé de gauche pouvaient se rappeler de certaines... qu'il y a des marges de manœuvre à exploiter. Et sur la même ligne, on nous demande si, selon toi, c'est la fonction ou l'âge. J'ai ma petite idée. Mais... Moi, je pense vraiment que c'est la fonction. Ouais. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le livre, c'est que c'est presque systématique que le jour même de l'élection, presque, les personnes élues rentrent dans ce moule du conseiller fédéral ou de la conseillère fédérale. Ouais, de ouf. Et là, ce qui me fascine, c'est que de ce que tu dis, il y a même en Suisse des marges de manœuvre. Mais du coup, selon toi, pourquoi ce discours, du coup, en fait, cette espèce de... On en arrive à que des gens de gauche, qui en plus, pour le coup, Baumschneider, elle avait quand même eu un passé de gauche. Alors là, c'était pas de la gauche molle, elle était quand même... Elle était quoi, LMR. Ligue marxiste révolutionnaire. Ligue marxiste, exact, ouais. Elle dit qu'elle s'en souvient plus bien, etc. Oui, elle a une petite amnésie, il y a quelque chose, mais dans le sens où elle était vraiment de gauche. Et là, tu parles du coup d'une personne qui endosse encore plus le rôle qu'on est censé lui avoir donné, alors que tu dis qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Et notamment l'UDC le fait. Notamment l'UDC. Et du coup, moi, ce que je sens, et peut-être c'est ma question, mais dans le sens, est-ce que là, maintenant, on n'est pas dans une partie... Ah, on ne doit pas parler d'aujourd'hui, vu qu'on n'est pas encore à aujourd'hui. Normalement, on y arrivera plus tard. Mais... On y arrivera plus tard, mais dans le sens où on n'est pas... La gauche est tellement craintive qu'elle va faire même plus que ce qu'on lui demande. Ça veut dire que là, aujourd'hui, peut-être que Baumschneider, elle se refuse de faire ça par peur qu'on l'accuse de nouveau de ne pas respecter ce pays et le consensus et sa fonction... Est-ce que ça, cette timidité qu'il y a à gauche, alors que, comme tu viens de le dire, un UDC, là, aujourd'hui, n'est pas d'accord avec quelque chose qu'il est censé défendre parce que c'est de sa compétence, et ben juste, il va pas le faire, et puis voilà. Est-ce que ça découle, du coup, de ces années-là? De ce moment, de la période dont on parle là maintenant? Mais en tout cas, dans les années 70, il y a eu une forte critique au sein du parti sur cette participation gouvernementale. Et aujourd'hui, je trouve que c'est moins le cas. Il y a plus de résignation, j'ai l'impression, au sein du Parti socialiste, où les gens se disent « Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la division du travail. Un conseil fédéral, il doit être aligné, couvert sur la position de la majorité. » Mais je pense que si la situation continue à se tendre, notamment là, on a un grand plan d'austérité qui est mis en œuvre par le Conseil fédéral. Au bout d'un moment, ça pourrait quand même revenir, cette critique de la participation à l'exécutif, parce que jusqu'où les militantes et militants socialistes vont accepter quand même que le Conseil fédéral auquel leur parti participe mène des politiques antisociales. Est-ce qu'à un moment, ça va ressusciter des tensions comme dans les années 70 et 80, au début 80, c'est possible. Et peut-être question, cette fois-ci, pas pour l'historien, mais pour le violent ici présent avec moi. Ils ont des contacts après le parti et les conseillers fédéraux, ou juste une fois qu'ils sont au conseil fédéral, il y a plus de Non, il y a des contacts qui sont officiels, hein, parce que les conseillers et conseillères fédérales viennent toujours aux séances du groupe parlementaire pour discuter pendant les sessions parlementaires. Après, c'est aussi à l'appréciation du conseiller fédéral ou de la conseillère fédérale, c'est pas obligatoire, et ça dépend beaucoup des individus, du lien qu'ils gardent ou qu'elles gardent avec le parti. Il y en a qui sont
très peu proches à partir de leur élection, et il y en a d'autres qui tiennent à garder un lien avec la présidence et avec le groupe parlementaire. Donc ça, c'est pas possible, par exemple, d'un petit téléphone de Vermouth à donc le président. Ça, moi, je suis pas. En vrai, là, je fais pas la langue de bois. Ça, j'en sais rien, et je pense que Vermouth me le dirait pas. Mais alors, tu penses que ça peut arriver, mais aussi chez les autres, hein, parce que dans le sens, moi, je pense que ça se fait en présidence du parti. Toi, que tu sais plus. Est-ce qu'ils font toujours de la politique quand ils sont au Conseil fédéral, soit du PS ou de l'UDC ou n'importe. Hein. Dans la période que j'étudie, ce qui est bien, c'est que justement j'ai des sources internes, par exemple les procès-verbaux du comité directeur, où on voit les discussions internes, et on voit effectivement qu'en réponse aux critiques de l'aile gauche contre la participation gouvernementale, le président essaye davantage de cadrer les conseils fédéraux socialistes. Il se plaint notamment qu'ils aillent à trop d'événements bourgeois organisés par des cercles conservateurs, que ça donne une image d'une trop forte intégration. Donc effectivement, il essaye de faire que les conseils fédéraux socialistes se montrent un peu moins complaisants vis-à-vis du consensus bourgeois, et on voit qu'il y a des tensions permanentes entre le parti et les conseils fédéraux. J'imagine que ça peut se produire encore aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on aborde, si ça vous convient, également, parce que là on parle beaucoup du Parti socialiste, mais comme le sujet de ton livre c'est aussi la réaction du Parti socialiste face au néolibéralisme, c'est est-ce que tu arrives à nous résumer un peu la stratégie et les velléités de la droite cette fois dans les années 80 et 90 avec la montée du néolibéralisme ? Alors, effectivement, à partir de la crise des années 70, il y a un durcissement des positions de la droite et du patronat. On va faire beaucoup moins de concessions parce qu'il faut rétablir les marges des entreprises, il faut rétablir les budgets publics, donc ça se durcit. Mais dans les années 80, il n'y a pas encore vraiment de rupture spectaculaire. Je pense aussi parce que la Suisse a été plus libérale dans l'après-guerre, donc il n'y a pas, comme en Grande-Bretagne, un énorme bras de fer avec les syndicats, comme le fait Thatcher quand elle veut fermer les entreprises minières publiques, libéraliser des secteurs, ça suscite des grandes grèves en réaction. C'est aussi parce que la Grande-Bretagne a été plus social-démocrate et justement les syndicats étaient beaucoup plus forts, donc il y a un affrontement très dur en Grande-Bretagne qu'on ne trouve pas en Suisse. Il y a un durcissement des positions, mais ils n'ont pas non plus tout un état social comme ça à démanteler. En revanche, dans les années 90, une fois justement que le néolibéralisme a avancé dans des pays comme la Grande-Bretagne, là ils se disent voilà, on avait une certaine avance parce qu'on était plus libéral, mais il ne faut pas perdre cette avance. Et en 1991, il y a une brochette de grands patrons suisses qui publient un manifeste pour une libéralisation accrue de l'économie suisse. Il y a tous les plus grandes des grandes entreprises suisses qui co-signent ce livre, et dans les années qui suivent, effectivement, il va y avoir une série de plans d'austérité contre les assurances sociales, une augmentation de l'âge de départ en retraite des femmes de 62 à 64 ans, et la privatisation des quelques entreprises publiques qu'il y a en Suisse, notamment les PTT, avec l'ouverture de la partie télécommunication complètement au privé, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des entreprises, on les connaît, de téléphonie mobile qui se battent. Avant c'était un monopole public, ça paraît assez loin tout ça. Donc voilà, dans les années 90, il y a quand même un projet néolibéral qui est concrétisé en Suisse, et du coup un parti socialiste qui se retrouve beaucoup plus sur la défensive qu'auparavant. Et dans ces années 90, moi il y a un point particulier qui m'a intrigué et qui a répondu en partie à certaines de mes questions par rapport au positionnement du Parti socialiste vis-à-vis de l'espace économique européen et de l'Union européenne, parce que pour moi son attachement du PS à l'espace économique européen était principalement idéologique, de vouloir avoir la paix entre les peuples et une union, etc. Mais tu montres aussi dans ton livre comme en fait c'est également une stratégie pensée par le PS que comme ils n'arrivent pas à avoir des acquis sociaux via la politique suisse, en acceptant d'entrer dans l'espace économique européen, la Suisse serait obligée de s'aligner avec les acquis sociaux du reste de l'Europe. Et
pour moi, ça montre également un petit peu la mentalité du PS à ce moment-là de constater qu'ils arrivent juste même plus à faire cette politique des petits pas, ou quasiment plus, parce qu'il y a quand même l'assurance maladie obligatoire dans les années 90, mais sinon c'est assez mort. Mais sur un modèle très libéral. Sur un modèle très libéral, et ils acceptent presque cette défaite et ils essayent de trouver des nouvelles manières de mener cette politique des petits pas, notamment en poussant à l'intégration européenne. Ouais, c'est vrai que c'est un débat vraiment intéressant qui part en fait d'une réflexion assez basique, c'est que la gauche au Parlement, je l'ai dit, suisse, elle est autour de 25, au mieux 30%. Dans bien des pays européens, elle est significativement plus forte, et au Parlement européen, elle est aussi significativement plus élevée que 30% des sièges. Donc certains responsables du Parti socialiste se disent effectivement, si on adhère à l'Union européenne, qui s'appelle encore à l'époque la Communauté européenne, peu importe, ça va effectivement obliger les autorités bourgeoises suisses à accepter des normes sociales européennes qui sont en vigueur dans d'autres pays européens et qu'on n'a pas réussi à faire passer en Suisse. Donc au début des années 90, il y a vraiment dans une partie assez importante du Parti socialiste, une volonté de rejoindre l'Europe. Évidemment, par la suite, l'Europe va devenir de plus en plus néolibérale, il y aura des désillusions, mais on n'en est pas encore là au début des années 90. Et à l'inverse, ça explique aussi l'opposition très forte de l'UDC et d'une partie du patronat à l'adhésion à l'Union européenne, qui s'appelle pas encore Union européenne. Blocher et certains néolibéraux se disent justement aïe, si on adhère à l'Europe, non seulement on va perdre en souveraineté, mais aussi on va nous obliger à introduire des normes sociales, à rendre notre droit du travail plus rigide, et il faut surtout l'éviter. C'est aussi un des moteurs de l'opposition de droite à l'Union européenne. Elle est perçue comme trop sociale. Par contre, tout le côté libéral qu'a construit et que va continuer à construire l'Union européenne, alors ça, ils le veulent totalement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sortent doublement gagnants. Parce que pas d'adhésion à l'Union européenne, mais par contre, on prend tout le côté libéral avec les bilatérales 1, 2, et ensuite, on est content. Et face à ça, le PS reste juste comme ça, ne fait rien, et... Enfin, c'est quand même assez choquant, je trouve. Au début des années 90, il est sur cette ligne très pro-européenne. Par la suite, il va être plus méfiant par rapport à l'Union européenne. Et dire qu'il fait rien, je pense que c'est un peu exagéré. Il y a quand même beaucoup justement de référendums qui sont menés. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine résignation, typiquement sur la libéralisation des télécoms, comme elle se fait partout en Europe. Une partie des socialistes, justement de cette aile social-libérale, se disent bon, voilà, c'est une fatalité, libéralisons les télécoms. Il y a une question, mais qui concerne pas tant l'histoire, mais que je trouve intéressante. Quoi penser de l'initiative ? Après, on arrive à aujourd'hui. Oui. Il y a plein de questions. Oui, mais justement, je pense que ça peut faire un bon lien avec aujourd'hui. Quoi penser de l'initiative Boussole ? Donc, l'initiative Boussole, c'est une initiative qui a été lancée cet été, principalement par des acteurs politiques de droite et aussi des patrons d'entreprises de droite, qui vise à empêcher une adhésion comment il le formule, passive et lente à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on doit en penser en tant que gauchiste ? Moi, personnellement, dans ce genre de cas, je regarde qui siège dans le comité d'initiative. Quand je vois que c'est que des libéraux acharnés ou des patrons d'entreprise, ça me donne déjà une petite idée du principe même de l'initiative. Et en plus de ça, j'ai l'impression que le risque d'une adhésion passive et lente à l'Union européenne en Suisse n'existe pas réellement, parce que de toute façon, la Constitution oblige de devoir passer en référendum. Donc, ouais, c'est effectivement un débat actuellement qui est intéressant à suivre au sein des organisations patronales, de la droite bourgeoise, sur la stratégie à suivre face à l'Union européenne. Est-ce qu'il faut s'intégrer un peu plus ? Est-ce qu'il faut rester sur des positions souverainistes plus
plus ferme. Moi, je suis sans grande illusion sur ce débat. Je pense que initiative boussole ou pas initiative boussole, ça changera pas non plus fondamentalement les choses. Moi, je suis plutôt favorable à une adhésion à l'Union européenne, mais là encore sans illusion. C'est aussi pour participer aux luttes sociales et environnementales sur le plan européen et pour pouvoir se coordonner davantage avec les forces sociales d'autres pays. Donc, ouais, voilà, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment essentiel de prendre position sur cette initiative. Tu parlais d'un débat qui est intéressant. Pour toi, les arguments de droite, c'est un débat? Non, mais je trouve que... J'ai l'impression... Est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression qu'il y a des faux débats? Parce que par exemple, justement, il y a certains arguments de droite. Tu t'écoutes, tu utilises le mot argument. Mais des fois, on est d'accord que c'est uniquement de la vieille propagande simpliste dégueulasse et qu'ils expriment juste des opinions racistes, xénophobes, j'en sais rien. Toi, tu vois ça comme un débat et tu as envie de répondre avec des arguments Non, mais en l'occurrence, il y a un débat stratégique interne à la droite sur quelle est la meilleure stratégie à suivre pour la Suisse face à l'Union européenne. Est-ce qu'il faut faire davantage de concessions? Est-ce qu'il faut rester très ferme? Et je trouve que c'est un débat intéressant à essayer de comprendre. Il y a différents acteurs, il y a des entreprises très internationalisées qui ont intérêt à avoir des bonnes relations avec l'Union européenne, il y a des entreprises plus orientées vers le marché intérieur qui sont plus sur une ligne qui défendent plus des partis souverainistes du type UDC. C'est intéressant d'essayer de voir ces divergences sur le plan intellectuel et puis aussi parfois pour essayer d'exploiter des contradictions au sein de la droite. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un débat d'orientation au sein de la droite suisse. Et du coup, pour parler à l'historien ultra contemporain, c'est-à-dire l'analyse de, mettons, les années 2010 à aujourd'hui, quelle est la position de la droite par rapport à ce qu'on a vu dans les années 80 et 90, le néolibéralisme assez moins acharné que Thatcher ou Reagan, mais quand même assez constant, et quelle est la situation du PS dans ces années 2010 à aujourd'hui, dans ces différents courants? C'est toujours plus difficile parce qu'on manque justement du recul historique pour savoir si certains développements sont des tendances lourdes ou juste des petites vaguelettes. C'est toujours bien d'avoir le recul historique pour pouvoir comprendre les phénomènes, mais c'est vrai que je dirais qu'il y a quand même un néolibéralisme qui reste absolument central. On le voit par exemple dans l'opposition forcenée à toute augmentation de l'AVS, donc de l'état social, donc des dépenses sociales. On voit que le néolibéralisme reste au cœur. Le frein à l'endettement par exemple qui a été introduit dans ces années néolibérales, il reste totalement central pour la droite, cette idée de dire que dès qu'on a un petit déficit budgétaire, tout de suite il faut des mesures d'économie pour rétablir l'équilibre. Donc je pense que ce serait une illusion de dire on est dans une ère post-néolibérale, on en est sorti. Donc il y a une permanence du néolibéralisme. En même temps, il y a quand même, on n'est plus dans cette espèce de néolibéralisme triomphant des années 90, où les accords de libre-échange se multiplient entre les pays, tout le monde, toute la droite et une partie de la gauche soutient l'extension du libre-échange. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup plus de critiques, y compris au sein par exemple des milieux agricoles contre ces accords de libre-échange. C'est beaucoup plus difficile de les signer, donc il y a aussi ces résistances. Il y a aussi quand même eu des crises, la quasi-faillite de l'UBS après la crise financière, la pandémie de Covid, où l'État a dû intervenir quand même très fortement. C'est quand même pas tout à fait la doctrine néolibérale. Donc il y a quand même le néolibéralisme connaît des à-coups, des ratés, est quand même fragilisé aussi au niveau idéologique. Donc il y a aussi des opportunités pour la gauche, mais on est loin d'en être sorti. Et pour la gauche, du coup, pour le PS principalement, comment ont évolué les différents courants? Est-ce qu'on a vu se reformer un peu une aile gauche? Est-ce que l'aile social-libérale, donc plus centre-gauche, même si le gauche est presque en trop pour eux, s'est renforcée ou s'est affaiblie? Quelle a été l'évolution à partir
des années 2000 au sein du PS. Bon, là encore, peut-être que je manque de recul, je veux pas tirer des conclusions trop définitives, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement une certaine renaissance d'une certaine aile gauche en Suisse alémanique autour des Juso, des jeunesses socialistes qui ont mené des campagnes sur la répartition des richesses, sur la justice fiscale quand même, qui ont marqué la vie politique, et c'était clairement une aile gauche, c'est clairement une aile gauche par rapport au PS. En même temps, il y a aussi au sein du PS encore une aile droite qui est très, très influente. Ce conseiller aux États de Zurich, Daniel Josic, c'est un des meilleurs élus de Suisse. Il a fait un score très important. Il est conseiller aux États dans le plus grand canton suisse, donc ça montre quand même le poids de l'aile droite du PS. Donc, en tout cas, il y a cette continuité de vouloir ratisser très large et d'avoir à la fois une aile gauche et une aile droite, et la direction du PS qui essaie de faire tenir tout ça ensemble, qu'à un, même si les positions peuvent être très divergentes. Donc je pense que la situation est relativement ouverte et qu'on ne peut pas dire le PS c'est devenu un parti de droite. C'est pas le cas. Il y a encore des personnes qui s'y engagent parce qu'elles veulent une Suisse plus sociale, plus écologiste. On ne peut pas non plus dire que l'aile gauche est revenue en force. Voilà, c'est un tableau un peu en demi-teinte que je ferais. On a une question que je trouve intéressante, et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le définir plus tôt. Est-ce qu'Adrien peut donner sa définition du néolibéralisme? Parce qu'à mes yeux, les accords de libre-échange font plus partie du libéralisme classique que du néolibéralisme à proprement parler. Le néolibéralisme autoritaire me semble assez compatible avec des relocalisations et des taxes aux frontières type Trump ou... Ouais, remarque intéressante, mais je dirais que le néolibéralisme, c'est l'idée que ce qui organise le mieux la société, c'est les marchés, c'est les échanges commerciaux, c'est les marchés, ce qui suppose quand même de libéraliser les biens, les capitaux, les services, et que l'État, alors c'est pas du tout le libertarianisme au sens où l'État aurait aucun rôle à jouer, où l'État serait entièrement nuisible. L'État doit justement promouvoir et défendre et protéger et étendre le marché. Donc c'est à la fois primauté du marché, mais un rôle de l'État comme garant du marché. Je pense que c'est ces deux éléments qui sont au cœur du néolibéralisme, et dans ce sens, les accords de libre-échange, c'était quand même quelque chose de fondamental pour les néolibéraux. Parce que le libéralisme classique, si je me souviens bien de mes cours, essaye quand même de plus prendre en compte l'aspect social, malgré tout. Ça dépend quel type de... Il y avait aussi plusieurs libéralismes dès le 19e siècle, certains qui n'étaient pas spécialement intéressés par la question sociale. Bon, on parle aussi de néolibéralisme parce que c'est une renaissance du libéralisme après 30 ans de période plus keynésienne, très interventionniste, avec une forte influence de la social-démocratie qui sont ces 30 années d'après-guerre. C'est en ce sens qu'on parle aussi de néolibéralisme. C'est un retour au libéralisme, en fait, aussi. Moi, j'ai toujours des questions personnelles. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir écrit un livre comme ça, d'avoir fait des années de recherche sur un parti, sur la gauche, d'être aussi très informé sur la gauche, sur l'histoire de la gauche en Europe, à l'international et aussi en Suisse, et de te retrouver dans une même pièce avec des gens qui, pour eux, si tu leur demandes ce que c'est la gauche, ils te diront bah, c'est des gens qui sont fainéants et qui veulent juste rien foutre. Et qui mangent du tofu. Et en fait, en gros, qu'est-ce que ça te fait personnellement de voir l'inculture de la droite? Non, très bonne question, très bonne question. Non, mais des fois, tu te dis, mais c'est qui ces blaireaux? Je veux dire, t'as pondu un texte comme ça, là, puis t'auras des gens qui juste vont... Moi, j'ai des noms, mais genre... Non, mais par exemple, comment il s'appelle? J'ai désactivé mon micro. Rook? Ah oui, PLR vaudois. Des gars qui sont juste bonnards et qui sont là, et toi, je veux dire, tu as quand même un combat, tu as des connaissances, puis vraiment, il y a des gens, mais ils sont là, bah, moi je vote à droite, parce que la droite c'est la liberté, puis les socialos c'est les rouges, et juste des gens foutres qui veulent rien foutre.
je pense qu'il faut faire attention à pas sous-estimer son adversaire et partir du principe qu'à droite c'est des blaireaux. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions, parce que je le vois, je pense qu'il n'y a pas que des imbéciles, il y a des gens très malins à droite, et ils ont quand même réussi à se maintenir au pouvoir en Suisse depuis la création de la Suisse moderne. C'est aussi qu'ils ont quand même des capacités à convaincre. Alors effectivement, à défendre leurs intérêts. À défendre leurs intérêts, mais c'est une preuve d'habileté de défendre ses intérêts. Oui, non, bien sûr, mais tu leur parles de tout ça. Moi, je te parlais surtout de l'inculture de la droite vis-à-vis de la gauche. Dans le sens où, bien sûr, qu'alors, j'imagine qu'ils savent très bien utiliser les institutions pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir leurs intérêts et tout. Alors ça, c'est pas ça que je sous-estime. Ce que je sous-estime, c'est, avant tu parlais... grand-maman, une tante, moi c'est ça, c'est en fait ce truc de, toi tu as une connaissance particulière de la gauche, en particulier de l'histoire de la gauche, mais aussi des théories économiques autour de la gauche et tout, et tu sais, de te retrouver en face de ce type qui est là, la gauche c'est juste des assistés quoi. Ouais, ça c'est peut-être pas le plus intéressant, mais j'ai été frappé que certains à droite lisent justement ont lu ce livre et m'en ont parlé, et ils ont quand même une volonté aussi de comprendre leurs adversaires, et je pense qu'on devrait aussi faire la même chose. Et c'est pas parce que quelqu'un a un gros accent vaudois et paraît avoir un bon sens paysan que c'est forcément, parce que tu faisais référence à une personne en particulier avant, que c'est forcément un imbécile. C'est aussi qu'il vient peut-être d'un autre milieu, il a d'autres préoccupations, et en tout cas je pense qu'il faut faire attention avec ces formes de mépris ou de sous-estimation de son adversaire. Oui, je parlais vraiment par rapport à la gauche. Non, l'accent vaudois, c'est pas ça la question. C'est par rapport à toutes les réflexions qui sont développées ici, qui, je pense que quand même, tu peux pas nier que c'est pas des choses qui sont enseignées à l'école. C'est pas des réflexions qui traversent la plupart de l'esprit des gens. La plupart des gens, quand même, en Suisse, n'ont pas d'intérêt, je pense, pour la gauche et l'histoire de la gauche, et pour les théories de gauche. Et après, ça pour moi, c'est pas mépriser son adversaire, c'est un état de fait. On vit aujourd'hui dans un système capitaliste de droite en Suisse, où la droite est beaucoup plus présente que la gauche. Et du coup, en fait, même moi, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la gauche qui juste demande d'aller plus chercher l'information, parce qu'elles ne te viennent pas dans notre monde aujourd'hui, elles ne te viennent pas comme ça. Et du coup, c'est par rapport à ça, c'est souvent quand moi je fais face à ce mépris de la droite, de gens qui ne connaissent pas tout ça, des fois, j'ai envie un peu de péter un câble et de dire, mais la gauche, c'est pas l'URSS, quoi. Ou c'est pas juste ça, en tout cas. Et c'est pas non plus des bisounours qui pensent juste que tout le monde est gentil et tout le monde est beau. C'est un chouïa plus complexe que ça. Mais ouais. Je sais pas si tu avais encore une question concernant le livre, concernant... Oui, j'avais noté... Je suis pas d'accord avec Adrien, désolé, les droitards aujourd'hui sont sûrement des fins tacticiens et de bons politistes, surtout, mais ils sont teubés, bordel. Ça, moi, c'est un truc qui me choque au niveau national, de voir comme... J'ai l'impression, après, ça mériterait de mener l'enquête, mais que, notamment à droite, dû au Parlement de milice, il y a quand même beaucoup de parlementaires qui ne connaissent pas les dossiers qu'ils traitent, et que ceux qui connaissent et celles qui connaissent vraiment les dossiers sont à la présidence des partis ou sont à la présidence des commissions, et le reste suivent les mots d'ordre du parti. Et tu viens avec un argument de gauche et t'en as qui sont là, ah oui, j'y avais pas pensé, c'est vrai ce que tu dis. Franchement, on a vu en live, on a vu des extraits affligeants, vraiment de temps présent, où tu te souviens du nom, toi ou... Non, je me souviens pas, mais un UDC c'est un parlementaire au fédéral, et tu vois que le type, c'est juste un pion. C'est un pion, parce que le gars, voilà, il est face caméra, il dit j'étais en commission. Alors pareil, il joue à fond le truc de l'accent, c'est un mec du terroir, c'est un bon Suisse, il représente plein de gens. Et le type, qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ai appris en commission déjà il dit je voulais pas être dans cette commission internationale, mais ils m'ont mis là. Et puis il a l'air de pas trop comprendre pourquoi.
ça paraît déjà un petit peu bizarre de se faire utiliser juste comme ça. Je me suis dit vraiment, alors j'ai découvert la question israélienne-palestinienne. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses et tout. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment pas du mépris. Alors, j'aime bien aller avec des mots style stupide parce que ça fait plaisir. Hein. Mais en tout cas, pour moi, stupide, le type connaît sûrement plein de choses que moi, je connais pas. Mais en tout cas, là, on est dans un cas où on a un élu fédéral qui ne connaît pas ses dossiers et ça profite à des gens. Et ces gens-là, effectivement, sont les stratèges dont on parle et tout. Moi, ça me fait quand même... ça me fait peur, ça. Et je pense qu'au Parlement vaudois, il y en a sûrement aussi des comme ça, des gens qui ne connaissent pas leur dossier et qui se font élire par... je sais pas si c'est de la cooptation, je sais pas si on peut parler de cooptation, mais juste de gens qui, voilà, ont intégré des cercles, des bourgeoisies à gauche, à droite, et puis qui, du coup, sont un peu élus parce que, voilà, comme ça, non ? Il y a de ça quand même. Ouais, non, mais certainement, mais c'est quand même aussi quand même quelque chose que je trouve intéressant dans le système de milice, c'est qu'il y a des personnes qui, effectivement, peut-être lisent pas beaucoup, ont pas beaucoup de connaissances historiques, mais qui ont un élevage avec 200 moutons, et puis qui doivent se débrouiller avec leur élevage de 200 moutons à côté du Parlement. Alors, elles connaissent pas l'histoire de la gauche, mais moi, je serais bien incapable de m'occuper de moutons au quotidien. Donc c'est pour ça que je dis quand même aussi attention à pas prendre trop de haut, je pense, les élus de droite, parce qu'ils ont parfois des qualités qu'on sous-estime. Il y a une question de Shadow Vokb qui, pour moi, sera peut-être une question de conclusion, parce que je la trouve vachement intéressante et qui peut-être peut bien englober également tout le propos du livre, même s'il n'y a pas forcément un propos en tant que tel dans le livre, puis c'est un travail de recherche, mais sa question c'est, mais de fait, il faudrait définir ce qu'est la gauche et quel est le rôle historique plus récent du PS suisse. Plusieurs auteurs, il me semble, tendent à montrer que la gauche est historiquement faible en Suisse et que le PS suisse n'y est pas pour rien vu sa collaboration avec le patronat et les élites économico-politiques. Le considérer comme la plus grande force de gauche en Suisse, c'est dire à quel point la Suisse est un pays de droite. Est-ce que c'est une jolie conclusion. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que, au vu de ton travail en tant qu'historien, est-ce que le PS suisse a permis, par sa politique des petits pas, de quand même avoir certains acquis sociaux, ou est-ce que ça a été, et désolé pour les collègues s'ils entendent, mais les idiots utiles de la droite néolibérale dans ces années-là, plus maintenant? Plus depuis que tu travailles au PM. Avant, ouais, mais... Indéniablement, le Parti socialiste a permis, mais avec d'autres forces, a permis des succès, des acquis sociaux, de défendre certains acquis sociaux. Maintenant, la question avec une stratégie plus combative, est-ce qu'on aurait obtenu beaucoup plus ? Je le pense, mais c'est un débat qui reste ouvert. Très bien. Ça me va comme réponse. Je sais pas si ça va Shadow Vokp. Voilà. Est-ce que tu avais encore une question ? Je sens que tu en as encore 15 000, mais il commence à se faire tard. Ouais, il commence à se faire tard, malheureusement. On va devoir gentiment couper, mais peut-être, petite question de fin qui est très ouverte. Tu nous as parlé avant de tes enfants. Quel monde allons-nous léguer à nos enfants finalement, et est-ce que c'est une question qui t'est passée par la tête de ne pas en faire à cause de ce monde un petit peu dégueu? Puis du coup, vu qu'avant t'en as parlé, tu t'es lancé, donc là t'as des enfants, quel avenir pour eux, Oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, je me la suis posée, je me la pose encore. C'est vrai qu'en particulier avec la crise climatique, on se la pose. En même temps, il y a eu d'autres périodes très sombres de l'histoire où c'est aussi un espoir de faire des enfants, l'espoir que tout n'est pas foutu, que c'est possible de se battre pour des changements et que ce n'est pas trop tard, par exemple pour la crise climatique. Donc voilà, c'est aussi... une forme d'espoir. Tu
penses que c'est pas trop tard. Non. Et tu penses que le monde va pouvoir et que la Suisse va changer sans violence, par exemple. Il y aura en tout cas des moments difficiles, ça c'est clair, avec la crise climatique, des moments extrêmement difficiles, mais je pense qu'il est encore temps de réduire les émissions de CO2, de s'adapter et que tout n'est pas fini. Et tu leur parles comment de politique à tes enfants qui, je sais pas si tu veux donner leur âge, mais comment on appréhende le fait que en fait, il est parlementaire, et puis qu'est-ce que c'est d'être parlementaire, la politique, les causes que tu défends et tout. Ouais, c'est pas facile. J'essaye de pas être trop dogmatique et de pas trop les endoctriner. Donc, j'essaye peut-être de faire un peu comme dans un livre d'histoire, d'essayer de poser les choses. Eh bien, tu es dans le jus. Non, pourquoi ne pas les endoctriner? J'ai l'impression que si on endoctrine trop à l'adolescence, il peut y avoir des réactions assez piégeuses. Toujours sur la... Très smart. Tu vois, c'est pour ça que nous, on fait juste des lives et on n'écrit pas des bouquins. Nous, on est toujours dans le superficiel. Du coup, tu suggères, et puis quand ils vont venir, puis ils vont te dire papa, en fait, tous tes trucs là, moi je vais lancer ma start-up dans le pétrole, c'est l'avenir. Quand ils vont te dire ça, tu vas dire oui, regarde par toi-même en espérant qu'ils reviennent. Peut-être, ouais. Bon, je vous propose allez, let's go, de finir là-dessus. Et puis merci au chat, merci à Adrien Buclin. Merci pour l'invitation. Merci pour ton travail. Je le rappelle, disponible dans toutes vos librairies près de chez vous. Vent contraire d'Adrien Buclin, un livre à lire et à relire. T'as vu? Je pourrais être chroniqueur radio. Non mais le Laurent Ruquier là. Incroyable. Et puis ouais, j'espère que ça vous a plu au chat. Et puis on se verra la semaine prochaine normalement. De finale. Et puis du coup on retient de ce live ne jamais sous-estimer son adversaire. Et qui disait même que pour mieux le détruire, il faut le connaître son adversaire. C'est Sun Tzu ça. Oui, c'est Sun Tzu ça. Sun Tzu. On quitte sur une citation de Sun Tzu. Let's go. L'International. Allez, ça tout le monde. Et puis on se voit. Tu m'as déjà coupé. Oui, mais vas-y. On se voit bientôt. Oui, je sais pas. Bisous. Mais on va se voir. Allez, tata.